Obrigado, Claudio. Merci à tous et en particulier aux organisateurs de cet événement qui me permettent d'y participer depuis l'Amérique du Sud. Bonjour à toutes et à tous, donc, depuis le Brésil, où de ce côté-ci, de l'Atlantique, les rues et les places ont déjà commencé à s'animer au son et au rythme du carnaval qui commence officiellement ce samedi à Belo Horizonte, donc dans l'état brésilien du Minas Gerais, où je me trouve, Belo Horizonte qui se trouve entre Rio de Janeiro et Brasilia, et puis bien sûr dans toutes les grandes villes du Brésil, notamment celles de la côte, et en particulier à Salvador de Bahia, où défilera certainement encore cette année le bloc afro, le bloc Malais des ballets, qui est considéré comme le plus grand ballet afro du monde, avec plus de 2000 danseurs. Fondé en 1979, le bloc afro-malais des ballets est né en hommage aux participants de la révolte des Malais, un soulèvement de musulmans noirs qui a eu lieu en 1835 à Salvador de Bahia et qui fait parler de lui ces dernières années grâce à plusieurs productions culturelles brésiliennes, notamment sous forme d'ouvrages comme celui de Gilvan Ribeiro ou à l'occasion de la sortie du film toute récente, de ce film intitulé simplement Malès, qui fut dirigé par Antonio Pitango. Cette esthétique de la mémoire des Malais continue ainsi de soutenir une mobilisation de l'activisme noir au sein de la société brésilienne contemporaine, une forme de résistance culturelle et sociale contre des tendances politiques qui, ces dernières années encore, ont pu alimenter un discours intolérant à l'égard des religions non chrétiennes, largement minoritaires au Brésil, en particulier les religions afro-brésiliennes. L'esthétique de la révolte des Malais illustrerait-elle ou participerait-elle plus spécifiquement encore d'une éthique musulmane de la résistance? J'aimerais, dans un premier temps, revenir sur le contexte et quelques aspects majeurs de cette révolte des Malais, qui me semble mal connue en Occident, du moins en Europe, et qui reste pourtant un épisode intéressant de ce que l'on pourrait appeler rapidement une histoire globale de l'islam. Or, l'esthétique de ce mouvement est particulièrement éclairante pour comprendre quelques aspects principaux de cette révolte. Je chercherai alors dans un deuxième temps à interroger l'éthique de ce soulèvement qui s'est manifesté et a été présenté jusqu'à aujourd'hui comme musulman. Revenons donc d'abord sur quelques aspects principaux de cette rébellion. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1835, près de 600 esclaves se révoltèrent à Salvador de Bahia. Avec l'aide de quelques autres individus et bandes venues des fermes environnantes de la ville, ces révoltés luttèrent pendant 4 heures dans les rues de la capitale de l'État de Bahia. L'historien Jean-José Reis raconte ainsi cet épisode et je me permets de le traduire librement depuis le portugais vers le français. Un rapport fut établi et la police se rendit sur les lieux identifiés comme point de ralliement des Africains pour les attaquer. Ils arrivèrent à un endroit où un groupe important s'était effectivement rassemblé. À leur entrée, les Africains présents sortirent armés et un premier combat s'engagea contre une soixantaine de rebelles. De là, les rebelles se dispersèrent dans tout Salvador. Les hommes parcoururent la ville en criant qu'il était temps de se soulever et d'autres Africains les rejoignirent. Ils couvraient une très grande partie de la ville et l'on entendait crier dans les rues « Mort aux Blancs, vive les Nagos !» Mais au milieu du chemin se trouvait la cavalerie qui attaqua les rebelles et ce fut le combat final le plus sanglant. Environ 70 Africains, peut-être plus, périrent et la révolte prit fin là. Comme l'explique donc Jean-José Reis, l'épisode est relativement court. Mais la révolte des Malais s'inscrit dans le sillage des multiples rébellions qui ont agité cette période. La période dite des Régences, qui s'est ouverte avec la démission de l'empereur Pedro Ier en 1831, laissant sur le trône son très jeune fils, Pedro II. En réalité, le lointain Brésil n'a pas échappé aux secousses provoquées par la philosophie des Lumières, la Révolution américaine et la Révolution française du siècle précédent. Je rappelle rapidement quelques faits historiques pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire voisine du royaume lusitanien.
En 1807, l'invasion du Portugal par les armées de Napoléon Bonaparte ont poussé le roi Jean VI et sa cour à fuir Lisbonne pour s'installer à Rio de Janeiro sous la protection intéressée de l'Angleterre. Or, cette traversée n'a fait qu'accélérer le processus d'indépendance du Brésil, effective en 1822, tout en préservant cependant l'unité de ce qui était jusque-là la plus vaste colonie portugaise, en proie aux mêmes forces centrifuges qui ont eu raison de l'unité de l'Amérique hispanique. La présence de la monarchie portugaise sur le sol brésilien à partir de 1808 a de fait empêché une division des Brésils, comme on disait au pluriel à l'époque, pour souligner cette diversité que l'on peut encore aisément constater aujourd'hui en voyageant dans ce pays continent. Moment de forte tension, la période de l'indépendance brésilienne a d'ailleurs été marquée par une multitude de révoltes régionales et qui n'ont trouvé leur règlement que dans l'alliance fondatrice entre la monarchie impériale et l'élite brésilienne. Cette dernière est alors surtout composée par de grands propriétaires et producteurs agricoles, les senhores, qui cherchent à préserver l'esclavage à tout prix, y compris contre les Britanniques. Paradoxalement, si l'Angleterre fait pression pour l'abolition de l'esclavage et de sa traite, le trafic d'esclaves connaît au XIXe siècle l'une de ses périodes les plus prospères dans le sud de l'Atlantique. En bref, plus la menace de l'arrêt du trafic négrier se précisait, plus les seigneurs brésiliens travaillaient à consolider leur stock d'esclaves, y compris et surtout de manière illégale. Les sources sont ici multiples et la bibliographie immense, et je vous renvoie en particulier aux ouvrages de Laurentino Gomes, qui sont un bon moyen pour rentrer dans cette vaste question de l'esclavage entre Afrique et Amérique du Sud. En 1831, l'empereur Pierre Ier, Pedro Ier, se démet d'ailleurs sous la pression de l'élite esclavagiste brésilienne qui voit d'un très mauvais œil un projet législatif d'abolition conçu sous la pression anglaise. Et après le départ de Pedro Ier, plus d'un demi-million d'esclaves sont encore importés, comme on dit à l'époque, d'Afrique au cours des 20 années qui suivent. Cette pression démographique et les différentes formes de cette contrebande sont cependant à l'origine de multiples révoltes d'esclaves. À Bahia, qui réceptionne l'un des plus gros contingents d'esclaves en provenance du golfe de Guinée, la fameuse Costa da Mina, on compte pas moins de 16 révoltes entre 1826 et 1831. Dans ce contexte de tension brésilienne, la singularité de la révolte des Malais réside dans son caractère musulman que laisse transparaître une certaine esthétique. Il est d'abord significatif que la révolte éclate à la fin du mois de Ramadan. Ensuite, les révoltés étaient habillés de l'abada, cette longue tunique blanche qui a hanté les rues de Salvador de Bahia la nuit du soulèvement. La diffusion de ce vêtement n'est peut-être pas spécifiquement religieuse, mais en Afrique même, les musulmans avaient l'habitude de se couvrir bien le corps, à la différence des autres pans de la population africaine, marquant ainsi encore une forme de singularité des Malais par rapport aux autres Africains sur le sol brésilien. Cependant, contrairement à la version africaine, l'abada baïané n'était jamais porté en public afin d'éviter d'attirer l'attention des Malais et les persécutions qui en découlaient de la part des autorités policières, lesquelles se montraient alors particulièrement vigilantes envers les étrangers parmi les populations noires. L'abada acquit ainsi à Bahia une fonction strictement rituelle. La révolte n'en a pris dès lors qu'une dimension religieuse supplémentaire que relève un témoin de l'épisode, le consul français de l'époque, et qui est justement cité par Jean-José Reis. Pour lui, les Nagos auraient revêtu leurs meilleurs habits pour aller à la guerre, dans l'espoir que, si morts, ils renaîtraient sur leur terre natale, confondant ainsi, volontairement ou non, le paradis musulman avec l'Afrique ancestrale, où l'abada pouvait être utilisé en temps de guerre. Au carrefour des sens, les abadas qui surgissent dans les rues de Salvador de Bahia dans la nuit du 24 au 25 janvier 1835 apparaissent donc comme des vêtements de guerre, une guerre d'autant plus religieuse que ces habits étaient jusque-là réservés pour les temps de prière et autres
rituels cachés des regards des autorités. D'autres vêtements, plus colorés, ont également été retrouvés au lendemain de la bataille urbaine, évoquant une sorte de hiérarchie à l'intérieur de la société malaise, même si cette hiérarchie ne semble pas avoir joué un rôle majeur au cours des événements nocturnes. Il semble que certains malaises portaient également une ceinture blanche drapée sur leurs épaules et nouée à la taille. Les malaises étaient aussi coiffés de vêtements, tantôt décrits comme des bonnets, tantôt comme des capuches. Selon Jean-José Reis, ces coiffes avaient une fonction rituelle car les non-initiés n'étaient pas autorisés à les porter. Les malaises portaient aussi des amulettes protectrices qui reproduisaient généralement des passages du Coran sur des feuilles de papier placées dans de petites bourses en cuir ou des morceaux de tissu portés autour du cou. Plus qu'une forme de superstition ou d'une dévotion coranique, on doit souligner ici la dimension lettrée des malaises. Dans une société brésilienne largement analphabète au XIXe siècle, y compris une grande partie de l'élite, les malaises qui savaient lire et écrire pouvaient s'apparenter à des savants. Néanmoins, leur langue, la langue arabe, qui était largement incompréhensible par leur environnement immédiat, pouvait aussi inspirer la crainte et les fantasmes de sociétés secrètes et dangereuses pour l'ordre public. Car, autour de la langue arabe et du Coran, c'est tout un système éducatif qui s'est mis en place à l'ombre de la société officielle de Bahia. Habitué à l'écran nord-américain, l'occidental d'aujourd'hui ne peut qu'être surpris par cette présence musulmane en terre américaine. Par exemple, il ne semble pas que les esclaves musulmans aux États-Unis aient réussi à pratiquer leur foi au XIXe siècle et plus encore à s'en inspirer comme instrument de libération contre l'esclavage. Seule société esclavagiste des Amériques où l'islam a pu constituer un important facteur de mouvement collectif au XIXe siècle, le Brésil présente donc ici une originalité dans le contexte atlantique de l'époque. À l'instar de l'historienne Lydis Meyer-Pinto Ribeiro, on peut ainsi parler d'un islam d'esclavage. La plupart des Africains musulmans sont arrivés au Brésil durant la première partie du XIXe siècle. La majorité d'entre eux étaient composés d'Aoussa et de Yoruba, appelés Nagos à Bahia, inspirant ainsi le terme de Malès, qui est issu du Yoruba Imale. Cette population musulmane, au sein de laquelle on pouvait retrouver aussi des Fulani, représentait environ 10% des quelques 350 000 esclaves arrivés à Bahia entre 1791 et 1850, depuis les côtes du golfe du Bénin, mais dont beaucoup étaient en fait des prisonniers de guerre, de ces guerres qui faisaient rage dans le nord de l'actuel Nigeria, dans le contexte de l'expansion de l'islam dans cette région centrale de l'ancien Soudan. Il est donc tentant de voir dans la révolte des Malaises une transposition au Brésil de la guerre sainte initiée par Ousmane Danfodio et qui mena à l'instauration du califat de Sokoto. Regardant l'origine des Malaises, on pourrait suggérer une continuité transatlantique dans l'expansion guerrière de l'islam. Et il est tentant de verser dans une compréhension atlantique mettant en avant des connexions entre des mouvements qui paraissent se faire écho. Il faut pourtant y résister, car l'éthique qui paraît soutenir, ou du moins se dégage de ce soulèvement, paraît plus complexe. L'esthétique de la rébellion des Malaises suggère plusieurs axes éthiques, notamment dans les relations entretenues par les Malaises avec leur environnement culturel et social. À contre-courant de l'historiographie dominante depuis le début du XXe siècle, l'historien Jean-José Reis affirme par exemple que la rébellion des Malaises ne peut pas se comprendre comme un jihad et encore moins comme une lutte qui donnerait continuité à celui mené par les Fulani en territoire Haoussa. D'abord, le leadership du mouvement des Malaises à Bahia n'a pas été Haoussa mais Yoruba, désigné sous le terme de Nagos. Or, à l'époque au moins, l'islam professé par les Nagos reste plus hétérodoxe que celui des Haoussa et plus encore que celui des Fulani. À l'inverse de ces derniers, l'histoire Yoruba n'est pas soutenue par une tradition djihadiste.
Et même parmi les Fulani qui fondèrent Sokoto, si l'on ne peut nier la ferveur religieuse initiale, la soumission politique et les prétentions territoriales paraissent avoir vite pris le pas sur la conversion religieuse. De manière plus générale, comme le souligne Roberto Magalhães dos Santos, l'islamisation dans le continent africain n'a pas signifié l'abandon de leur culture traditionnelle par les peuples de ce vaste continent. Il souligne plutôt le processus de syncrétisme religieux qui a caractérisé l'islamisation de l'Afrique occidentale sous la forme d'une acculturation. Or, en Afrique occidentale comme à Bahia, l'islam yoruba aurait témoigné d'une plus grande tolérance au sens d'acceptation de la religion de l'autre, au moins dans la vie quotidienne. L'usage généralisé des amulettes, mais aussi le syncrétisme des esprits tribaux avec les djinns et les fréquentations récurrentes entre lettrés musulmans et chefs yoruba sont autant de témoignages d'un commerce culturel fécond entre musulmans et adeptes des religions africaines traditionnelles. Autre expression esthétique, la couleur blanche représente l'un de ces traits d'union entre l'islam et la religion des orishas, notamment la figure divine d'Oshala. D'ailleurs, la mémoire entretenue de la révolte des Malaises dans le cadre du carnaval manifeste ces ouvertures. Cette année, par exemple, le thème retenu par la bande Malais des Ballets est la cour dit Oshala. S'il semble exprimer une forme d'accommodement avec l'environnement africain, l'épisode des Malaises pourrait cependant manifester un rejet du catholicisme. Il serait même tentant, en effet, de voir dans la révolte des Malaises un nouvel épisode de la longue histoire conflictuelle entre l'islam et le christianisme. D'une certaine manière, le royaume du Portugal lui-même est d'ailleurs issu de ce rapport conflictuel et la langue portugaise qui est pratiquée jusqu'au Brésil porte encore les traces de cette proximité détonnante avec le monde islamique. Et à bien des égards, l'histoire de l'aventure coloniale portugaise peut être pensée en rapport avec ce vis-à-vis musulman, en particulier au Maroc et sur la côte africaine. Dans le monde atlantique, l'islam a ainsi pu déjà se présenter comme source de résistance à l'encontre de l'évangélisation portugaise. Dans sa thèse de doctorat soutenue en 2018 à l'Université fédérale du Minas Gerais sur l'histoire atlantique de l'islamisation en Afrique occidentale au XVIe et XVIIe siècle, l'historien Tiago Henrique Mota a ainsi montré comment l'islam a pu apparaître comme un rempart à l'expansion chrétienne, non seulement en Sénégambie, qui faisait l'objet principal de sa thèse, mais aussi en différents points du continent sud-américain, en particulier dans quelques villes-ports comme Carthagène des Indes, dans l'actuelle Colombie, où l'on a pu constater une certaine unité musulmane par-delà les différentes origines des esclaves débarqués dans cette partie de l'Amérique du Sud. Suivant cette thèse, l'islam a pu consolider un espace d'intense circulation de personnes et de savoirs entre des peuples différents. De l'autre côté du continent africain, le massacre des religieux augustins portugais par les rebelles emmenés par le prince musulman baptisé sous le nom de Geronimo en 1631 à Mombasa constitue un autre exemple des affrontements à caractère religieux et annonce l'expansion du sultanat d'Oman sur la côte swahili au détriment de la puissance portugaise. Il serait cependant hasardeux de plaquer cette logique de l'affrontement religieux sur le contexte de Bahia au début du XIXe siècle, notamment parce que rien ne prouve que le catholicisme, à travers ses symboles et son architecture, n'ait fait l'objet d'attaques particulières de la part des rebelles malais. La mémoire entretenue du soulèvement suggère même le contraire, puisque l'an dernier, dans le cadre du carnaval, le bloc malais des ballets lança les festivités liées à son 46e anniversaire avec l'organisation d'une messe d'action de grâce, manifestant donc plutôt l'accommodement et l'hégémonie chrétienne au Brésil. Néanmoins, en 1835, les Malais se sont soulevés contre une forme d'intolérance religieuse qui s'est longtemps exprimée sous la forme de la conversion forcée au christianisme dans le cadre de l'esclavage. Le soulèvement des Malais aurait-il alors constitué un acte de résistance au système esclavagiste ? Il serait sans doute plus juste de préciser
au système esclavagiste dominé par des Européens chrétiens, mais non au système esclavagiste en tant que tel. Les Malais étaient eux-mêmes issus de sociétés africaines esclavagistes et il serait imprudent ici de les voir inspirés par le projet d'un bouleversement social complet. Certes, l'exemple de la révolution haïtienne hantait la société brésilienne, en particulier parmi ses élites esclavagistes, et au XIXe siècle, de nombreux mulâtres s'en sont inspirés pour se lancer dans le mouvement abolitionniste qui, au Brésil, aboutit en 1888. Mais les Malais n'appartenaient pas à ces milieux et il serait hasardeux de voir chez eux l'influence d'une utopie révolutionnaire égalitariste. S'ils avaient un modèle en tête, ce serait sans doute plus celui de l'islam, qui ne récuse pas alors le système esclavagiste, mais le modifie au profit des maîtres musulmans. Dans sa thèse, Thiago Henrique Motta note aussi justement que l'esclavagisme était dénoncé par les Africains musulmans dans la mesure où il menait à la conversion au christianisme et pire encore, dans une perspective musulmane, à l'incrédulité qui, selon le Coran, mène tout droit aux enfers. Loin du salut des âmes promis par les missionnaires chrétiens, le baptême des esclaves ne mènerait ainsi pour les musulmans qu'à la damnation éternelle. Résistance islamique à l'esclavagisme et à la conversion au christianisme vont donc de pair dans cette perspective. Le soulèvement recouvre donc un ensemble de principes, à l'image peut-être de l'appellation même de malaise, qui renvoie à une pluralité de situations sociales et culturelles. Ils étaient d'abord, ces malaises, les pratiquants de l'islam, qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient libres, qu'ils soient africains ou désormais brésiliens. En fait, lorsqu'on parle des malaises, on ne fait donc pas référence à un peuple en particulier, mais plutôt à un groupe de personnes originaires de divers pays ou nations, amenées au Brésil comme esclaves et qui étaient toutes de confession musulmane. Certains spécialistes parlent à leur propos de nation musulmane. Ceci n'a pas empêché des alliances tactiques. S'il fallait rompre avec la domination blanche à laquelle pouvaient être associés des non-européens, tout Africain pouvait cependant représenter un allié potentiel. Plus qu'une seule révolte sociale, la rébellion malaise se veut donc politique, un véritable soulèvement poussé par l'ambition d'une prise de pouvoir et le renversement de l'ordre établi, décrié comme injuste. Comme le souligne Jean-José Reis, cette vision des choses contredit donc l'interprétation d'un djihad contre les infidèles de toutes les couleurs et origines et qui viserait à imposer l'islam aux Africains, puisque la rébellion a pu mener à l'alliance entre Malais et Africains non musulmans qui pratiquaient le culte des orishas. Dans cette perspective, on peut dire ainsi que la rébellion a été malais et le soulèvement africain. Serait-il plus juste alors de dire que le mouvement symboliserait plutôt une résistance contre le racisme? Le risque est ici celui de l'anachronisme. Parler de racisme au début du XIXe siècle est peut-être hasardeux, en tout cas au sens d'une idéologie scientifique bien posée et partagée par les élites, telle qu'elle s'est imposée au tournant des XIXe et XXe siècles, après même donc l'abolition de l'esclavage. Il n'en demeure pas moins qu'une vision hiérarchisée des hommes et des races existe dès le XVIIIe siècle. D'un autre côté, cette résistance au racisme est peut-être l'interprétation la plus partagée aujourd'hui et explique en grande partie la réinvention esthétique de la révolte des Malais à partir du dernier quart du XXe siècle. Plusieurs productions culturelles brésiliennes témoignent ainsi de l'engouement pour cet épisode méconnu et délaissé des programmes scolaires du pays, et d'une réappropriation de cette mémoire oubliée dans un contexte donc de démocratisation croissante de la société brésilienne à partir du milieu des années 1980. Au-delà du carnaval, qui reste la plus grande fête du monde, je pense ici au roman fleuve de Ana Maria Gonçalves, intitulé Un defeito de cor, un défaut de couleur, qui a été publié en 2006 et qui vient d'être désigné par le grand journal La Folha de São Paulo comme le roman le plus important de ce premier quart du XXIe siècle. Comme le film intitulé Malès,
Ces productions intègrent bien sûr le champ plus vaste du renouveau des études sur l'esclavage et les mémoires subalternes au Brésil, à la faveur de l'élection du Parti des travailleurs de Lula au tournant du millénaire, et plus encore de sa réélection en 2022, après 4 ans de politique bolsonariste marquée par une fragilisation volontaire des politiques de quotas et un renforcement de l'intolérance religieuse à l'égard des religions non chrétiennes. Faut-il alors conclure, Claudio, je conclus, faut-il alors conclure par la défaite des malaises? Car, comme aux États-Unis et à la différence des religions traditionnelles africaines, l'islam de l'esclavage n'a finalement pas vraiment survécu au Brésil, à part à travers de minuscules réalités que l'on peut retrouver dans le nord-est. Néanmoins, l'épisode des malaises rappelle aujourd'hui l'ancienneté de la présence musulmane au Brésil. Plus nombreuse aujourd'hui, bien que très minoritaire, cette présence musulmane brésilienne s'explique par deux autres vagues. La première est celle de l'immigration arabe, souvent appelée turque, cher Claudio, turque, faisant ainsi référence à ces populations issues en fait de l'ex-empire ottoman, ces anciennes provinces arabes de l'empire ottoman, et qui sont arrivées au Brésil et en Amérique du Sud plus largement dans la première partie du XXe siècle. Leur rapide intégration à l'économie du Brésil n'a cependant pas provoqué un besoin de reconnaissance. En revanche, une troisième et dernière vague, celle qui correspond à un islam de conversion, est beaucoup plus récente et bien que marginale, est souvent la proie d'une forme d'intolérance, généralement en lien avec les conflits moyen-orientaux. On retrouverait ainsi dans l'épisode des malaises cette mise en lumière de l'islam comme principe de libération, tel qu'il a pu être mis en valeur par des promoteurs de la cause noire aux États-Unis dans les années 60-70. Je pense en particulier à Malcolm X et à sa Nation of Islam, mais il faudrait en parler avec l'un de nos collaborateurs précédents, et bien encore tel qu'il a pu être analysé par Michel Foucault à l'occasion de la révolution iranienne en 1979. Alors que le Brésil, comme d'autres pays occidentaux, peinent à sortir de l'affrontement tragique entre les forces du Hamas et celles d'Israël, faire la mémoire de l'épisode des malaises pourrait aussi avoir pour ambition de rejoindre un mouvement global contre l'écrasement du peuple palestinien et en faveur d'une justice pour les peuples en dehors du champ occidental. Le noir du Hamas tranche cependant énormément avec le blanc des malaises. Et dans un pays loin du monde arabo-musulman comme le Brésil, il n'est pas dit que le caractère musulman de ces révoltes proches et moyen-orientales soit bien compris. Mais entre l'indignité de l'esclavage qui est décriée sous de multiples formes aujourd'hui et la dignité des malaises qui transpiraient de leur habit blanc hier, faire la mémoire du soulèvement de 1835 peut correspondre au lancement d'un cri humain contre l'humiliation. Dans un pays marqué au XXe siècle, le Brésil donc, un pays marqué par la théologie chrétienne de la libération, il y a peut-être là un champ d'études suggestif pour celles et ceux qui s'intéressent aux relations islamo-chrétiennes, à condition bien sûr d'affronter la question de la violence. Mais après tout, le dialogue islamo-chrétien peut aussi prendre le chemin de la révolte. Je vous remercie. Merci, merci Rémi.